Alter Radio, l'IFE. C'était Bonjour, ici Malou Boboir sur Alter Radio. Alter Radio, l'idée frais. Alter Presse, Alter Radio, pour l'émergence d'une population bien informée. Faites un don pour Alter Presse, allez faites un don pour Alter Radio. Faites un don pour Alter Presse, allez faites un don pour Alter Radio. Votre solidarité peut vraiment tout changer. Allez, venez faire vivre l'info complète et libre. Faites un don pour Alter Presse, allez faites un don pour Alter Radio. Penchez-vous sur Alter Presse et faites un don. Merci, merci, pour l'appui citoyen. Merci, merci de votre soutien. Alter Radio. Bonjour, mon invité aujourd'hui est Bélir Nabli, professeur de droit à l'Université Paris-Est Créteil. On va un peu parler de droit international qui semble un peu sous la sellette. On entend de plus en plus qu'en fait le droit ça sert à rien, que c'est une survivance du passé et que c'est plutôt un frein à la démocratie. Disons que ce sont ceux qui veulent faire prévaloir la force, le rapport de force, qui tentent de développer ce type de test, tout simplement parce qu'ils sont en position d'imposer leur puissance aux autres États, y compris lorsqu'on est un intellectuel et qu'on croit dans le rapport de force et dans la logique des intérêts supérieurs des États. Mais cette manière de concevoir les relations internationales, on la connaît. C'est celle qui prévalait avant, justement, disons, la fin de la Deuxième Guerre mondiale et l'avènement du système onusien qui, précisément, à travers la Charte des Nations Unies, avait rompu avec la loi du plus fort en érigeant, premièrement, le principe de la souveraineté des États, deuxièmement, l'interdiction de principe au recours à la force, autrement dit, la prévalence d'autres moyens pour résoudre les différends que les États ont forcément entre eux, mais qui ne doivent pas résoudre précisément à travers le recours à la force. Donc c'est ça qui est en jeu et c'est ça qui est dangereux que de l'accepter. Parce qu'en fait, si on y voit bien, dire que c'est passé, c'est plutôt le recours à la force qui est du passé, puisque ces lois ont été bâties sur les ruines du nazisme. Celui qui incarnait la force et qui disait finalement la Pologne est faible, je peux l'attaquer, l'Autriche est faible, je peux l'annexer, c'était Hitler. Donc ce droit international a été bâti sur la défaite du nazisme. Exactement. Il y a deux aspects qu'on peut évoquer ici. Effectivement, c'est à cause de la manière dont les puissances autoritaires ont utilisé la force pour des logiques expansionnistes. La manière dont finalement, on ne peut pas dire qu'elles ont neutralisé le droit international parce que précisément avant la Deuxième Guerre mondiale, il n'y avait pas un principe aussi clair d'interdiction du recours à la force. C'était admis que les États pouvaient recourir à la force parce que ça relevait d'une forme d'état de nature. Naturellement, les États sont enclins à recourir à la force. Par contre, c'est au regard des conséquences de ce recours à la force que les vainqueurs de la Deuxième Guerre mondiale ont considéré qu'il fallait rompre avec cette manière de voir, de percevoir la scène internationale. Et donc c'est à cela qu'il faut peut-être revenir, à savoir un regard sur l'histoire aussi. C'est le regard à l'histoire. L'histoire nous dit beaucoup sur les conséquences de la loi du plus fort. Parce que la seule alternative au droit dans les relations entre États, c'est la loi du plus fort. Or, la loi du plus fort, c'est la loi de la subjectivité des intérêts des États. C'est le plus fort qui va faire prévaloir ses propres intérêts. Et qu'il soit démocratique ou non. Fait que, si on entend beaucoup, mais c'est un État démocratique, donc il peut faire la guerre. Alors, c'est peut-être l'élément le plus déstabilisateur. Je veux dire par là que parmi les puissances qui remettent en cause le droit comme vecteur de relations entre vecteurs des relations internationales, ce sont des puissances démocratiques. Et ça, c'est très troublant. Pourquoi ? Parce que la fin de la loi du plus fort, à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, ce sont les démocraties qui l'ont
voulu, qui l'ont imposé, qui l'ont consacré dans la Charte des Nations Unies. À l'inverse, c'est elles aussi qui ont développé ce qu'on appelle les valeurs libérales, c'est-à-dire non seulement le respect des États, à travers le respect de leur souveraineté, mais aussi le respect des droits de l'homme. Or là, ce qui est remis en cause, ce sont les deux aspects en question, à la fois la souveraineté des États et le respect des droits de l'homme, par des démocraties elles-mêmes. C'est-à-dire que les États-Unis de Donald Trump n'ont aucun respect particulier par rapport au droit international des droits de l'homme, mais aussi au droit international classique fondé sur la souveraineté des États. Donc là, on va prendre conflit par conflit, la guerre parce qu'on ne m'emploie pas le mot, on parle d'opération militaire, on parle de frappe, et c'est bien une guerre que les États-Unis et Israël ont lancée contre l'Iran. On peut bien employer le terme de guerre. Alors non seulement c'est une guerre, mais c'est une agression. C'est un crime d'agression auquel nous avons assisté dans la mesure où, effectivement, comme je vous l'ai dit... Et l'agression est un crime pour le droit international. Oui, quand je dis crime d'agression, c'est parce que la violation de la souveraineté d'un État, le fait de recourir à la force pour violer sa souveraineté, son intégrité territoriale, eh bien tout cela relève de ce que le droit international qualifie comme une agression. Et l'agression est un crime international, consacré en particulier par le statut de Rome, qui est le traité qui a créé la Cour pénale internationale. Donc, effectivement, l'opération israélo-américaine relève d'un crime d'agression. Ça sera acté, officialisé comme tel par l'histoire. Alors, certains disent oui, mais l'Iran est en train de réprimer son peuple, donc il était normal d'intervenir pour aider les Iraniens à pouvoir bénéficier de la démocratie. Alors, c'est un argument qu'on peut entendre sur le plan politique et démocratique si on adopte une posture morale. Mais ce n'est pas comme ça que ça marche en droit international, dans la mesure où il y a des exceptions à l'interdiction du recours à la force, mais ce type d'exception, c'est-à-dire le fait d'aller aider un peuple au nom de la démocratie, n'existe pas. Les seules exceptions prévues, c'est la légitime défense. Or, l'Iran n'a pas, matériellement parlant, agressé Israël ou les États-Unis préalablement à l'opération israélo-américaine. Et deuxièmement, l'autre exception, c'est l'obtention d'un mandat onusien. Celui-ci n'existe pas en tant que tel. Et donc, on est dans une opération illégale et qui ne répond pas aux exceptions prévues. L'idée suivant laquelle on devrait aider, assister, venir en aide au peuple iranien, c'est malgré tout, ça pourrait être concevable si le Conseil de sécurité avait retenu cet argument. C'est la responsabilité de protéger. Oui, mais qui nécessite un mandat onusien, Oui. c'est-à-dire une autorisation du Conseil de sécurité sur la base du chapitre 7 de la Charte des Nations Unies, ce qui n'est pas le cas en l'occurrence. On pourrait dire deux choses par rapport à cela. La première fois, c'est que ça rappelle un peu les discours sur l'Irak. L'Irak, armes de destruction massive, et Irak, dictature. Ceux qui s'opposaient à la guerre étaient traités d'amis des dictateurs. Et deuxièmement, pourquoi établir la démocratie en Iran et ne pas aller l'établir ailleurs? Donc l'Iran n'est pas la seule dictature sur la surface de la planète. Alors ça, c'est vraiment une idée essentielle. Parce qu'encore une fois, instinctivement, on pourrait être sensible à l'argument d'aller aider une population en danger. Le problème, c'est que cet argument, si on l'admet dans son principe même, il sera forcément utilisé de manière subjective et à géométrie variable. Et donc, encore une fois, qui pourra considérer qu'il y a assistance à un peuple en danger ou pas? Ce sont les puissants, ceux qui auront les moyens à la fois de mener une opération militaire pour aller prêter main forte au peuple en question. Et surtout, les puissances en question seront seules à apprécier la situation. Et donc, on sera prisonnier d'une certaine manière de la subjectivité des puissances, des grandes puissances, une subjectivité qui, par définition, répond à quoi dans les relations internationales? À leurs intérêts. Alors, on a également dit, parmi ceux qui peuplent les plateaux télévisés, c'est que finalement, c'était justifié, un peu un raisonnement spécieux, dans la mesure où l'Iran ne respecte pas ses engagements en termes de non-prolifération. Alors, là aussi, même chose. Alors, la question nucléaire, la relation entre l'Iran et
Et la question nucléaire est véritablement l'objet d'instrumentalisation parce que ce ne sont pas les Iraniens qui ont violé leurs engagements a priori en la matière, notamment par rapport à l'accord de 2015. Il faut toujours le rappeler, hein, c'est l'administration Trump 1 qui s'est retirée de l'accord et qui l'a neutralisé, alors que l'Iran jouait le jeu a priori. Il suffit de rappeler les déclarations successives du directeur de l'AIEA qui avait assuré le contrôle de la mise en œuvre de cet accord. Et encore une fois, historiquement, la responsabilité du caractère caduc de cet accord qu'avait réussi à négocier, à conclure l'administration Obama, a été neutralisée par Donald Trump. Donc il y a une responsabilité historique des États-Unis en la matière. Alors que les Iraniens jouaient le jeu, avaient accepté non seulement le principe, mais aussi la mise en œuvre de l'accord en question. Et c'est d'autant plus, paradoxal que d'évoquer cette dimension-là que Israël, qui est l'autre protagoniste de cette affaire, est une puissance nucléaire qui n'a jamais voulu intégrer le principe de non-prolifération. Oui, mais elle n'est pas signataire du TNP, contrairement à l'Iran. Oui, mais justement, parce qu'elle n'a pas voulu s'engager dans ce type de logique, précisément parce que elle souhaitait assumer un statut officieux de puissance nucléaire, puisque officiellement, Israël n'a jamais reconnu Ce qu'on oublie de dire aussi, c'est les gens qui avancent cet argument, c'est que si les sanctions du Conseil de sécurité, donc avec les voix chinoises et russes en septembre 2025 par rapport au programme nucléaire iranien, ces sanctions ne justifient pas le recours à la guerre. On confond des sanctions et l'autorisation de frapper. Exactement. C'est-à-dire que même si il y a une violation de l'Iran par rapport, même si on part du postulat que l'Iran violerait ses engagements en matière de développement de son programme nucléaire, il y a un principe essentiel en droit international qui est la proportionnalité en fait de la réaction. Même lorsque vous êtes agressé, hein, si vous faites l'objet sur votre territoire de tirs de roquettes, vous ne ripostez pas par l'usage d'une arme nucléaire. Ça n'a pas de sens. Et parce que ça n'a pas de sens, c'est précisément consacré par le principe de proportionnalité de la riposte en droit international. Et c'est au cœur à la fois de toute guerre, et en particulier en matière de droit de la guerre. Hein, lorsque le fait même lorsque vous êtes en situation de légitime défense, ce qu'a invoqué notamment Israël après les attaques du 7 octobre. Puis celle du Hezbollah. Puis du 7... alors le Hezbollah, c'est encore différent parce qu'Israël n'avait pas respecté le cessez-le-feu déjà plus en amont qui avait été signé. Mais dans le cas du 7 octobre, quand même, il y a eu cet argument massu de la légitime défense qui était tout à fait concevable, mais j'ose le dire, discuté par les juristes internationalistes parce que pour des considérations particulières, Gaza est un territoire occupé et que par oui, il faut préciser, il y a souvent un argument, c'est pas un territoire occupé parce que Israël a quitté Gaza, n'occupe plus, mais soumis à un blocus, en droit, ça équivaut à une occupation. Dès lors qu'effectivement, il n'y a aucune marge de liberté pour les autorités qui gèrent ce territoire, qui est soumis à l'exercice d'un contrôle matériel effectif d'une puissance extérieure. Donc, mais admettons le principe de légitime défense. Après les attaques terroristes du Hamas du 7 octobre, eh bien, malgré tout, la légitime défense, elle n'est pas, c'est pas une carte blanche. C'est pas un blanc-seing. La légitime défense s'inscrit dans un cadre particulier qui est régi par le principe de proportionnalité. Vous n'écrasez pas une population, vous ne détruisez pas un territoire après avoir fait l'objet du territoire, d'assurer la sécurité que vous n'avez pas réussi à assurer à l'occasion de l'attaque, et ensuite vous essayez de rendre justice par des moyens proportionnés. Alter Radio. Si l'Arabie Saoudite, les Émirats Arabes Unis, le Qatar ou la Jordanie, qui ont été frappés par l'Iran, frappaient à leur tour l'Iran, est-ce que ça rentrait dans le cadre de la légitime défense ? Oui, incontestablement. Leur territoire, leur intégrité territoriale, leur souveraineté ont été affectées, violées,
il y a une légitime défense tout à fait légitime du côté de ces monarchies. Alors, ce qui est plus compliqué et plus intéressant en même temps, c'est que les Iraniens tentent parfois de viser des bases américaines sur le territoire. Mais c'est quand même leur territoire. Voilà, il n'empêche. Ce n'est pas ces bases ne relèvent pas de l'extraterritorialité pour autant. Ce ne sont pas des territoires. Ces bases ne relèvent pas du territoire américain. Donc, les pays ont permis aux Américains de s'installer. Donc, ça fait quand même toujours partie de leur territoire. Oui, il y a un accord à la base, donc l'exercice de la souveraineté de ces États qui ont admis le principe même de la présence américaine. Donc autant les attaques américaines et israéliennes sont illégales, autant une riposte, autant ces pays-là seraient dans un cas de légitime défense à condition de respecter la proportionnalité et de viser des cibles militaires. C'est ça, c'est ça aussi qui compte, c'est de viser des cibles militaires. Or on voit bien, même si on plaide l'erreur, que dès qu'il y a des frappes comme cela, ce qu'on appelle pudiquement ou de façon parfaitement hypocrite et assez dégueulasse, je dois dire, dommages collatéraux, ce sont des civils qui sont tués. Exactement. Alors, c'est un prolongement du principe de proportionnalité des ripostes. C'est-à-dire que non seulement les ripostes doivent être proportionnelles à l'agression, mais en plus, le droit de la guerre est fondé sur un principe très clair qui est la distinction entre les combattants, tout ce qui a trait aux forces armées, et les civils. Et les civils ne peuvent pas être la cible de l'usage de la force. Là où ça devient, délicat, mais le droit international est à la fois, fondé sur des principes clairs, mais qui peuvent être complexes dès lors qu'il faut les appliquer à des cas concrets, c'est lorsque ces civils se trouvent dans des zones stratégiques ou des bâtiments stratégiques. Là, pour le coup, dès lors que des missiles, par exemple, visent un lieu stratégique, notamment des centrales pétrolières, etc. Là, pour le coup, c'est légitime en temps de guerre que de viser des cibles stratégiques qui contiennent des réserves pétrolières. Mais si ça tue notamment des ouvriers présents, vous ne pourrez pas évoquer un crime de guerre en l'espèce. Il y a une zone grise qui doit être prise en compte. Je le dis parce que c'est notamment les images qu'on est en train de voir. On voit des sites pétroliers visés. Les sites pétroliers dans une guerre, ça relève de sites stratégiques et donc c'est légitime que de les viser. Si des civils meurent malheureusement à cette occasion, on aura du mal à évoquer un crime de guerre. D'accord. Alors, venons-en au Liban et Israël. Israël justifie son opération militaire assez massive pour répondre aux tirs de roquettes de la part du Hezbollah. Donc, est-ce qu'ils sont en état de légitime défense ? Alors, si on s'en tient à cette binarité, oui. Il y a eu une agression, même si elle a une dimension toute relative. C'est des roquettes, voire quelques missiles dont la portée, encore une fois, est relative. Mais il n'empêche, il y a eu une violation de la souveraineté israélienne, de l'intégrité du nord du territoire, du pays. Mais il n'empêche, il faut rappeler que ces tirs sont intervenus alors même qu'il y avait un cessez-le-feu entre le Liban, Hezbollah compris, et Israël, cessez-le-feu qui n'était pas respecté par Israël dans la mesure où Israël avait régulièrement violé ce cessez-le-feu par des opérations, par des bombardements tout simplement du territoire du sud Liban. Et ce qui est assez frappant, c'est que cette violation systématique du cessez-le-feu qui avait été négocié, notamment grâce à l'intervention de la France, n'avait pas suscité de casus belli, d'expression diplomatique forte, quelques communiqués de notre Quai d'Orsay, mais à part ça, on n'avait pas mis les mots pour traduire la réalité de ces bombardements réguliers sur le sud Liban, à savoir finalement le non-respect, donc la violation d'un cessez-le-feu, pour essayer de définir d'acquérir un temps de paix entre ces deux pays. Donc c'est en cela qu'il y a une part d'hypocrisie dans la séquence entre le Hezbollah et Israël. C'est que le Hezbollah a effectivement agressé Israël, mais ce n'est pas le Hezbollah qui a véritablement violé le cessez-le-feu. Et là, par ailleurs, il y a quand même
entre 800 000 et 1 million de Libanais qui doivent quitter leur maison, leur habitation, des frappes, à peu près 1 millier de morts. Donc le moins qu'on puisse dire, c'est que c'est quand même largement disproportionné. On retrouve, j'allais dire, la marque de fabrique des opérations israéliennes. Elles sont largement disproportionnées. Je vous renvoie à l'incapacité de notre ministre des Affaires étrangères qualifié ou de souligner ce caractère disproportionné lorsque la question lui a été posée il y a quelques jours, une semaine à peu près, non lundi, voilà pour être précis, à l'occasion d'une interview, on demandait simplement de reconnaître le caractère disproportionné de la réaction israélienne. Il n'a pas voulu souligner cet aspect et le reconnaître, ce qui dénote encore une fois, comment dire, pour le moment, une incapacité à s'exprimer clairement et donc à être audible, parce qu'on aime à souligner l'influence déclinante de la France dans la région. Mais personnellement, je résume pas ce déclin à la volonté israélienne de se départir de toute influence européenne en général et française en particulier. Il y a aussi, ce déclin, il s'explique aussi par l'incapacité de la France à parler de manière claire, ferme, notamment sur la base du droit international, d'être dans une forme de duplicité qui fait qu'à la fin, Parce que là, il y a quand même un trouble. Les Européens se disent attachés à l'ONU, se disent attachés au droit international, se disent attachés aux valeurs. Et si l'Espagne s'est signalée par une position ferme, les autres pays européens ont du mal, sont quand même timides, c'est un euphémisme, à condamner ces violations du droit international auxquelles elles se disent par ailleurs attachées. Alors, c'est un aspect extrêmement important. Juste une précision par rapport à la question précédente. Le déplacement forcé des civils libanais relève d'un crime de guerre. On ne force pas des civils à abandonner leurs terres, leurs maisons pour des questions stratégiques, affirmées de manière unilatérale de la part de l'armée israélienne. Donc un nouveau crime de guerre de l'armée israélienne en l'espèce. Et pour répondre à votre question, alors c'est un fait très important dans l'histoire de la construction européenne qui date de l'après-Seconde Guerre mondiale. Celle-ci, elle s'est construite précisément contre l'idée suivant laquelle les relations entre États devaient être animées par un jeu de puissance et un rapport de force. Elle croyait, au contraire, l'Europe de l'après-guerre dans les vertus de la coopération, dans le droit, en particulier du droit international. Et là, ce qui s'effondre dans ce moment d'histoire, c'est, on souligne le déclin de la démocratie américaine, mais il y a aussi les démocraties européennes qui également se sont engagés dans la phase dans le mouvement illibéral, qui se traduit notamment dans une forme de mise à distance par rapport à ce que dit et ce qu'ordonne le droit international, alors même que, en lisant notamment les traités fondateurs de l'Union européenne, le respect du droit, le respect de l'état de droit est une valeur fondamentale, fondatrice, pour reprendre les termes, fondatrice et commune. C'est donc une crise morale, une crise axiologique, crise par rapport aux valeurs, et in fine une crise politique, parce que ça donne lieu à des divisions, à des fractures. Vous avez cité l'Espagne, il y a d'autres États européens, la Slovénie et l'Irlande, qui affichent au contraire un attachement à ces principes de base. Mais voilà, et ça c'est un aspect qui est très important de mon point de vue. Je l'ai noté d'emblée. Ce qui est singulier dans la séquence qu'on vit, c'est que ce sont des puissances démocratiques qui sont à l'origine de la déconstruction de l'ordre international, qui se voulait libéral, respect de la souveraineté des États, le respect des droits humains. Et alors il y avait cette idée sur laquelle ce sont les puissances autoritaires qui posent problème dans les rapports internationaux, qui représentent en tout cas une menace. Là, c'est l'inverse. En fait, d'Israël aux États-Unis, en passant par le silence des Européens, on voit bien que c'est ce type de comportement qui, au contraire, déstabilise l'ordre international, et que ce sont des puissances démocratiques qui sont perçues comme des menaces par leurs voisins, les Canadiens, pour ce qui est des États-Unis, les États arabes s'agissant d'Israël. Et donc ça, c'est très, très troublant. Et donc, d'où ma thèse, que je défends notamment dans le livre, là, sur l'état de droit, la thèse étant que la remise en cause du respect du droit dans les démocraties
qui sont elles-mêmes en crise, ce qu'on appelle la crise illibérale, affectent l'ordre international. Elle est même, cette crise de l'illibéralisme est même à la base de la déconstruction de l'ordre international né de la Deuxième Guerre mondiale. On s'y attendait pas, on pensait vraiment que ça allait être des puissances telles que la Corée du Nord ou la Chine, voilà. Pas Russie. La Russie quand même, l'agression de 2002. Non, mais on s'attendait à ce que la Russie viole le droit international. Et donc, est-ce que c'est pas quand même une remise en cause grave de notre crédibilité diplomatique ? Bien sûr, incontestablement. Mais pour le coup, alors vous êtes mieux placé que moi pour le savoir. Vos écrits en la matière, elle avait déjà noté cette duplicité de l'Occident et comment c'était perçu traditionnellement, d'abord par le tiers-monde, puis par le Sud global. Donc, de ce point de vue-là, c'est pas totalement nouveau. La nouveauté, c'est la prise de conscience des Occidentaux eux-mêmes de leur propre duplicité. J'ai en mémoire notamment la prise de parole récente du Premier ministre canadien qui a reconnu que d'une certaine manière, on les avait pris la main dans le sac. Autrement dit, les grands discours sur le respect du droit, etc. L'Occident n'y avait jamais véritablement cru, mais que maintenant, c'était juste officiel, qu'il fallait le reconnaître et que c'était juste un argument à mobiliser pour mieux faire prévaloir ses intérêts. Donc, elle est là, la nouveauté. C'est que l'Occident lui-même se départit de ce discours. Et donc, de cette duplicité, on n'est plus dans la tentative de mettre en avant le respect des droits humains, etc. Vous noterez vous-même, même la France ne fait plus l'effort de mettre en avant les dossiers des droits de l'homme, la question des droits de l'homme dans ses relations bilatérales et dans l'agenda international. Il y a une forme de mise en retrait justement de cette dimension libérale du droit international tel qu'il est né après la Deuxième Guerre mondiale. Et ça affecte notre propre tradition diplomatique. Merci Bélian Nabli pour ce point vraiment très intéressant sur le droit international et les réflexions politiques et géopolitiques qui en découlent. Alter Radio. Alter Radio, l'autre idée de la radio. Alter Radio, 106.1 FM. l'autre idée de la radio.